j'ai rangé un peu tout ça. Allez, on va même bouger la caméra juste pour s'amuser. Hop. Comme ça donne l'impression que c'est un peu rythmé, vous vous ennuyez pas trop. Alors, donc je reviens sur le bouquin de Nancy Fraser, Le féminisme en mouvement, des années 60 à l'ère néolibérale. Dans cet ouvrage, qui est un recueil de textes de Nancy Fraser, dans cet ouvrage, la philosophe américaine s'interroge sur le problème des, je cite, des injustices transfrontalières dans un monde globalisé, et elle pose en avant certains problèmes qui touchent aux critiques féministes émises dans cet espace public démocratique. L'un des problèmes qu'elle évoque, c'est par exemple la séparation public-privé, et notamment au niveau du travail domestique. Si on est effectivement dans une logique, qu'est-ce que c'est l'espace public? L'espace public, c'est tout ce qui ne concerne pas la sphère privée, la sphère domestique. Oui, mais là, quand vous dites ça, dit Nancy Fraser, vous êtes très injuste, parce que ça voudrait dire que l'espace public concerne certaines questions politiques qu'on peut exprimer de manière critique, mais tout ce qui relève du domestique ne ferait pas partie de l'espace public. Ça veut dire que la question d'un revenu domestique, lorsque la division sociale du travail à la maison est genrée, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait du travail domestique des femmes? Qu'est-ce qu'on fait des questions de viol conjugal, par exemple? Donc, première remarque que Nancy Fraser fait dans ce livre, c'est qu'il est quand même sacrément injuste de séparer espace public et espace privé. Il y a des choses qui se passent dans les espaces privés qui concernent l'espace public, entendu aussi au sens d'espace politique, d'expression démocratique. Nancy Fraser, à la page 160, revient un peu sur le questionnement posé par John Rawls dans la théorie de la justice, et à un moment, elle se demande, quand on pense l'équité, est-ce qu'il faut à un moment tendre vers l'égalité ou tendre vers la différence? Est-ce que quand on veut, par exemple, penser une théorie de la justice et penser certains principes, que doivent faire les féministes? Est-ce qu'ils doivent, par exemple, à un moment, rejoindre les arguments égalitaristes, notamment le libéralisme égalitaire de Rawls, ou bien privilégier la différence, privilégier la spécificité. Nancy Fraser, en fait, elle dit qu'il faut faire les deux. Faut pas, c'est une fausse opposition. Choisir l'un ou l'autre mène à des impasses. En fait, elle dit, je cite, il faut penser une théorie complexe à un moment, il faut... Pardon, je me suis en plus trompé de page. Voilà, non, pardon, non. Elle dit il faut un moment, voilà, quand on pense l'équité entre hommes et femmes, il faut se dire que c'est une notion complexe qui, je cite, comprend une pluralité de principes normatifs, parmi lesquels figurent des principes associés aux arguments égalitaristes, des concepts faisant droit à la différence et d'autres notions qui n'ont pas encore reçu assez d'attention qu'elles méritent de la part des deux camps. Donc en d'autres termes, voir comment combiner les deux et même intégrer d'autres notions que l'égalité ou la différence. Et elle va citer sept principes normatifs distincts pour penser l'équité, la justice entre hommes et femmes. Le principe de lutte contre la pauvreté, le principe de lutte contre l'exploitation, les principes d'égalité, il y en a plusieurs, l'égalité des revenus, l'égalité du temps libre, l'égalité de respect. J'en parle dans ma vidéo avec les bolosses, je suis très content quand j'ai vu ça, donc l'égalité de respect. Je cite un extrait, page 165, l'égalité de respect exige la reconnaissance du statut de personne des femmes et la reconnaissance de leur travail. Ce principe proscrit les agencements sociaux qui réifient les femmes et les déprécient, même s'ils préviennent par ailleurs la pauvreté et l'exploitation, et même si en plus ils égalisent les revenus et le temps libre. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelque chose qui est qualitatif et pas simplement quantitatif. On y reviendra quand Nancy Fraser va opposer
redistribution et reconnaissance. Le principe de lutte contre la marginalisation, le principe de lutte contre l'androcentrisme, très important, je cite un extrait, la perspective androcentrique selon laquelle les modèles de vie actuels des hommes représentent la norme humaine et que les femmes devraient s'y confronter. Voilà ce qui est remis en cause et il me semble que c'est juste de remettre ces conceptions androcentriques en cause et que Rawls a quand même oublié sacrément d'orienter sa théorie de la justice vers ce côté-là. Vers ce côté-là, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas d'inégalité structurelle entre hommes et femmes dans le monde dans lequel nous vivons et faire comme si en plus ces inégalités structurelles n'étaient pas historiquement construites et ancrées dans les structures sociales. Là, il suffit de lire La domination masculine de Pierre Bourdieu pour s'en convaincre. Donc Nancy Fraser donc insiste, il y a une conception de la justice qui a trait avec le genre et que la critique féministe aujourd'hui reste d'actualité et n'est pas obsolète. Alors on verra une critique féministe non identitaire et ça je trouve très très important cet aspect chez Nancy Fraser. Dans un monde où on a l'impression que ce qui nous différencie est plus important que ce qui nous réunit, les propos de Nancy Fraser sont importants. Et d'ailleurs, en parlant en tant qu'appartenant à un monde commun au sens de Hannah Arendt, signaler le nouveau livre qui vient de sortir sur la diversité, coordonné par un collectif d'intellectuels que je salue très amicalement et que vous pouvez voir là à côté de moi. Donc aujourd'hui, effectivement, la question de la diversité culturelle et penser ce qui nous unit par-delà ce qui nous différencie dans cette logique non identitaire dont parle Nancy Fraser me paraît important. Alors, pour Nancy Fraser, et je terminerai là-dessus, la question, vous voyez, prendre en compte la juste redistribution est tout aussi important que prendre en compte la reconnaissance des femmes. Là, je pense, là, Nancy Fraser fait référence à Axel Honneth, ce qu'il dit sur la reconnaissance. Et donc Nancy Fraser dit, je cite, « Il s'ensuit que les femmes ont à souffrir de différentes formes de subordination statutaire liées au genre, harcèlement et abus sexuels, violences domestiques, représentations stéréotypées dans les médias qui tendent à les dévaloriser, les réifier et les avilir, dénigrement au quotidien, exclusion ou marginalisation dans les espaces publics et les organes délibératifs. » Et elle dit, ces torts, T-O-R-T-S, ces torts sont des injustices relevant du déni de reconnaissance. Alors, c'est cette politique de la reconnaissance liée à une politique de la redistribution qui, chez Nancy Fraser, l'amène à penser à un féminisme non identitaire. Alors ce féminisme non identitaire, je trouve aujourd'hui, c'est un apport intellectuel extrêmement important. Et qu'est-ce qu'il faut sous-entendre par là? Eh bien, quand Nancy Fraser parle d'un féminisme non identitaire, il consiste à la fois à prendre en compte certaines spécificités culturelles, certaines spécificités de genre, certaines spécificités culturelles de certaines catégories de femmes particulièrement stigmatisées pour ces raisons, mais de ne pas limiter l'engagement féministe à un culturalisme aigri et replié sur lui-même. D'une part, il y a certaines différences, certaines spécificités des femmes, et Nancy Fraser ne nie pas, par exemple, les discriminations que rencontrent certaines femmes de couleur aux États-Unis. Je vais citer un extrait de son article « Repenser l'espace public » évoqué dans l'épisode 1. Donc je cite Nancy Fraser.
Du reste, le problème ne réside pas uniquement dans le fait que Jürgen Habermas idéalise l'espace public bourgeois, mais aussi dans le fait qu'il néglige l'étude d'autres espaces publics concurrents, non libéraux et non bourgeois. Plus exactement, c'est parce qu'il ne les analyse pas qu'il finit par idéaliser l'espace public bourgeois. Mary Ryan met en évidence comment les femmes nord-américaines du XIXe siècle, issues de classes et de groupes ethniques divers, se frayèrent un chemin jusqu'à la vie politique publique malgré leur exclusion de l'espace public officiel. Donc d'une part, nous dit Nancy Fraser, ne pas nier les formes de domination spécifiques et également les pratiques de résistance, pour parler comme Foucault. Là, on pourrait dire qu'implicitement, Nancy Fraser oppose l'approche de Foucault à Habermas. Pour Foucault, dès qu'il y a pouvoir, il y a résistance et certaines femmes peuvent faire preuve de pratiques de résistance, y compris dans les minorités ethniques et dans certaines classes sociales précarisées. Et là, je pense par exemple à une auteure telle que Bell Hooks, que j'ai découvert grâce à la chaîne Meta. Alors, Bell Hooks insiste sur la dépossession des femmes noires qui, contrairement par exemple à ce que dit Simone de Beauvoir, n'ont pas du tout trouvé l'émancipation dans le travail. Et là, de ce point de vue-là, c'est une auteure que je ne connais pas. Je remercie beaucoup les personnes de cette chaîne et également la personne Facebook que j'ai remercié avec un commentaire d'avoir partagé ce savoir, et je vais lire attentivement cette auteure afro-américaine. Toutefois, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut opposer Bell Hooks à Simone de Beauvoir? Est-ce que toutes les deux n'ont pas écrit des choses qui sont à la fois importantes, admirables, courageuses, utiles dans ce monde commun que nous partageons tous pour les engagements féministes? Et ce qui n'empêche pas d'ailleurs que toutes les deux, au passage, peuvent être discutables. C'est ce qui fait même d'ailleurs l'intérêt de lire un ouvrage et pas de l'emmagasiner de manière acritique. Aujourd'hui, les mondes, je pense, ne sont plus à ces oppositions stériles entre des femmes blanches, des femmes non blanches, entre l'Occident et l'Orient, entre l'Occident et l'islam, entre je ne sais quelle entité moniste et réifiée et telle autre entité moniste réifiée, censée être son contraire. Ces binarités stériles ne mènent qu'à des impasses, et c'est ça le féminisme non identitaire dont parle Nancy Fraser. Et il me fait beaucoup penser à ce que Gilles Deleuze écrit dans son livre Nietzsche et la philosophie. Aujourd'hui, il faut repenser la force de l'affirmation. Il faut arrêter avec le ressentiment des forces réactives qui mènent à des bassesses. Il peut mener à des vérités, mais à des vérités basses. Aujourd'hui, nous dit Deleuze, c'est pas forcément chercher la vérité qu'il faudrait, c'est lutter contre la bêtise, élever la pensée à certaines grandeurs, et l'élever, oui, vous aurez compris que j'ai un côté non scientiste dans la philosophie et très attaché à la philosophie continentale. Oui, vous pouvez me critiquer, mais là encore, c'est une fausse opposition. L'opposition philosophie continentale versus philosophie, comment on appelle ça, logique, anglo-saxonne, etc. Bon, moi j'adore, je suis un fan de Monsieur Phi en plus. Bon, qui est à mon avis très éloigné des propos que vous entendez sur ma chaîne. Oui, très attaché à la philosophie deleuzienne, foucaldienne, etc. Donc je reviens à mes propos. Le féminisme, oui, je commence à m'égarer, je suis désolé. Donc ce féminisme non identitaire de Nancy Fraser, c'est la puissance de l'affirmation. Ok, il y a des spécificités culturelles, contextuelles, des violences historiques dont certaines catégories de femmes ethniques ou appartenant à telle classe sociale sont victimes, mais vous avez également les devenirs, les coalitions, la pluralité des modes de vie et de pensée qui peuvent se mettre ensemble et faire que ce monde soit plus humain, soit plus vivable. Moi, je reste quand même très très attaché à ce que dit Arendt. On partage un monde commun. Ce qui nous rapproche est quand même beaucoup plus important que ce qui nous différencie. Il y a quand même des choses qui nous différencient.
Deleuze disait que l'identité, finalement, bon, c'est un gros mot, alors j'essaie de trouver un synonyme, que l'identité n'était pas une très bonne chose, pouvait être assez néfaste pour nous, et que ce qui prime, c'est pas l'identité, c'est les devenirs, comment ce monde va devenir meilleur, ce monde que nous habitons tous, quelle que soit notre couleur de peau, notre religion, notre rapport ou pas aux religieux, quelles que soient nos tendances intellectuelles, notre histoire, notre personnalité, notre parcours biographique multiple, hétérogène, varié et muable. Qu'est-ce que nous pouvons faire tous pour que ce monde devienne meilleur? Et effectivement qu'un féminisme de la coalition, un féminisme métissé, un féminisme pluraliste, par-delà les différents modes de vie et de pensée de chacun, qui peuvent être combinés, qui peuvent être reliés, qui peuvent fusionner, métisser, s'ancrer l'un à l'autre, peut paraître un rêve utopique, mais néanmoins, pourquoi pas, utile dans certains cas. Voilà. Donc merci beaucoup, merci pour votre présence, et prenez soin de vous, portez-vous bien, soyez prudents, et voilà, vivement des temps meilleurs, qu'un monde devienne meilleur. Bonne soirée, au revoir.